qui n'y va pas. Cavendish par terre. Oh, clavette. Attaque de Tadej Pogačar. Ouais, mais voilà. Attaque de Marlou. C'est n'importe quoi, merde. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Tadej Pogačar a perdu ce Tour de France 2023. Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour le grand débrief du Tour de France Femmes, quelques jours après l'arrivée à l'Alpe d'Huez. Un finish totalement dingue, 4 secondes d'écart au final entre la grande vainqueur Katarzyna Niewiadoma et puis la vainqueur sortante Demi Vollering qui était destituée de sa couronne de vainqueur du Tour de France l'année dernière. On a même un podium qui se tient en 10 secondes, totalement fou après 7 jours de course. Et on va en parler forcément avec Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin. Salut Julien. Salut Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Bon Julien, tu étais sur ce Tour Femmes, tu as suivi toute la semaine sur place, sur les sites d'arrivée et de départ aussi. Déjà, première impression après ce Tour, après cette semaine de folie. C'était fou. La course était folle et l'ambiance était folle sur les côtés, sur les bords des routes. La ferveur était là. On avait un petit peu peur que les gens se soient un peu lassés de sport après l'enchaînement Roland-Garros, Euro, Tour, JO, et finalement ils ont répondu présent et c'était superbe à voir. Du public partout, aussi bien en France qu'aux Pays-Bas. Et on en parlait en off un peu avant le podcast, encore plus aux Pays-Bas. Avec toi, une image qui t'a marqué? L'image qui me marque aux Pays-Bas, c'est vraiment le Koberg, qui était autant rempli qu'un jour d'Amstel Gold Race, sur 4 rangs de spectateurs, et le tout en semaine. Donc c'était quelque chose d'assez beau à voir, avec une super belle ambiance. Et finalement, c'est une grande victoire pour ce Tour de France. On peut même plus parler de courses qui s'installent dans le calendrier. C'est bon en fait, la course elle est là, elle a été décalée à cause des Jeux Olympiques, elle est normalement dans la continuité du Tour Homme, elle est amenée certainement à évoluer sur un format très rapidement à 9-10 jours de course, on va dire dans les 2-3 ans qui viennent, je pense, tu me diras ce que tu en penses, mais cette course elle est installée et c'est un vrai succès populaire. En témoigne forcément ce qu'on a vu dans l'Alpe d'Huez aussi le dernier jour. Mais dans l'Alpe d'Huez, soit dans l'Alpe d'Huez, dans le Grand Bornand, sur les ascensions avant Morteau, c'était complet de monde. Alors quand on fait départ et arrivée en presse, pour ceux qui connaissent pas le système, et là on fait une partie du parcours et des fois quasiment 2 heures avant le passage des coureurs. Et les bords de route étaient déjà pas remplis, mais déjà bien avec beaucoup de spectateurs bien installés 2 heures avant le passage à caravane publicitaire. Donc ouais, pour reprendre ce que dit Guillaume, ouais, c'est devenu une course à part entière qui n'a presque, au bout de 3 ans, qui a très peu envie à l'homologue masculin. Et c'est là la plus grande victoire. C'est là la plus grande victoire où finalement on se rend compte que on leur donne le même théâtre que les hommes et elles nous en font une scène, une pièce qui est aussi haletante que le Tour Homme. On leur offre le Tourmalet l'année dernière. La course est dingue avec l'enchaînement Aspin-Tourmalet, avec le contre-la-montre lors de l'arrivée à Pau. Cette année, on a cette arrivée à l'Alpe d'Huez et puis ce scénario qui devient un petit peu dingue avec la chute en cours de tour de Demi Vollering qui rebat complètement les cartes, qui offre pas mal de suspense. On a la récompense, et on va en parler après, d'une fille qui est souvent placée et rarement vainqueur, mais lorsqu'elle est vainqueur, elle gagne pas de petites courses, surtout des grosses courses. Donc finalement, il y a tout ça, il y a tout ce drama, et puis on va bifurquer sur on bifurque tout de suite, Julien, sur le dernier jour, les dernières secondes, les dernières minutes de course, où en fait, toi tu le vis depuis l'Alpe d'Huez, mais on a un suspense de dingue. On a un suspense de dingue avec, finalement, je le disais, 3 femmes en 10 secondes sur le podium final. Ça a commencé même le suspense, j'irais, dès le pied de l'Alpe d'Huez, non, déjà dans le Glandon, quand Vollering accélère et part à l'attaque avec Paulina Royackers dans la roue, qui n'a pas bougé de sa roue d'ailleurs, mais bon, ça c'est un autre débat. Non, le suspense, c'était fou de voir que tout le monde pensait que dans le Glandon c'était fini pour Niewiadoma, puis qu'elle s'est fait
qu'elle s'est refait un petit peu le mental dans la descente du Glandon et dans la vallée. Et ce mano à mano, finalement, avec Evita Music, pour essayer de réduire l'écart pour Kasianiev Yadoma et Evita Music qui croyait encore peut-être à la victoire d'étape à un moment. Est-ce que l'erreur d'Emi Vollering a été d'attaquer très tôt, trop tôt, dès le Glandon? Non, parce que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Essayer de déstabiliser Kasianiev Yadoma qui à ce moment-là n'avait plus d'équipière. Même avec la vallée entre le Glandon et l'Alpe d'Huez? Elle avait encore Niam Fischer-Black qui était pas trop loin, donc qui aurait pu servir d'appui. Après, il fallait trouver des alliances de circonstances. Je pense que c'est ce qui s'est passé parce qu'on n'a pas tout vu aux caméras, mais l'alliance de circonstances a certainement dû avoir lieu entre FDJ, Canyon et Lidl Trek, et Gaillard et Ligny qui étaient encore là dans la vallée. Ouais, Gaillard et Aligny, et puis Lucinda Brandt qui travaillait pour Gaillard et Aligny aussi à la Lidl Trek. De l'autre côté, on peut se dire que quand on voit l'écart qu'a fait Demi Vollering entre son attaque et le sommet du Glandon, c'est un écart qui lui aurait permis de remporter le Tour de France pratiquement. Ça se joue à 4 secondes au final là. Mais finalement, Vollering a tellement usé de cartouches en attaquant loin que Nevia Doma, en ayant des alliés de circonstances dans la vallée notamment, a réussi à remporter le Tour de France. Et finalement, ce Tour de France, elle le remporte un peu dans la vallée aussi, la polonaise. Elle le remporte dans la vallée, parce que c'est là où Demi Vollering commençait un petit peu aussi à s'énerver, à perdre un peu ses moyens mentaux, j'ai l'impression, surtout dans la vallée, avec le sparadrap Paulina Rojakers, qui elle ne passait pas depuis l'attaque. Peut-être qu'elle a peut-être attaqué un peu trop tôt, ou elle aurait peut-être dû attendre le Cavallard qui avait sauté dans la descente pour pouvoir elle tourner, parce que Cavallard, son rêve c'était de gagner l'Alpe d'Huez. Donc je pense que Kasianiev Yadoma gagne entre autres son Tour de France dans la vallée, entre Alemont et le Bourdoisan, la grande plaine qui présente l'ascension de l'Alpe d'Huez. Il faut quand même qu'on en parle. 4 secondes d'écart entre Nevia Dema et Vollering, 10 secondes avec Rojakers. On en parlera de Paulina Rojakers juste après, mais on va nuancer quand même en disant qu'on n'a pas le plus petit écart de l'histoire du Tour de France. Je fais forcément référence aux 8 secondes. On va quand même nuancer ça en disant que là, les 8 secondes, c'était après 3 semaines de course. Là, c'était seulement, entre guillemets, après 1 semaine. Donc, on va pas aller jusque-là. Mais 4 secondes d'écart, quand même, sur un Tour de France, c'est rien du tout. Et on doit forcément faire la transition vers le jour où Vollering s'est retrouvé à terre. Elle se retrouve à terre dans l'étape de Amnéville, non? C'est bien ça? Elle arrive à Amnéville, la première étape en France. Exactement, remportée par Blancavas, son équipière. Peloton à 28 secondes réglé par Lorena Wiebes, son équipière. Comment ça se fait que Demi Vollering s'est retrouvée seule, pratiquement seule, il y a eu une équipière, pratiquement seule dans cette poursuite? Tu as la favorite du Tour, et chute à plus de 6 km de l'arrivée, donc elle n'était pas recréditée du temps de la vainqueur, mais tu fais relever tout le monde, sauf Blancavas et Lorena Wiebes. Normalement, c'est ce qui doit se passer. Dans la théorie, c'est comme ça que ça se passe. Tu te relèves pour faire attendre ta leader, la vainqueur sortante du Tour, la maillot jaune, vu qu'elle était maillot jaune au moment de sa chute. La version officielle, c'est panne d'oreillette pour les 5 coureurs qui étaient encore dans le peloton et dans l'échappée. Parce que quand on regarde le classement final de l'étape, Vollering est la 3e de l'équipe. Blancavas remporte l'étape, à 28 secondes derrière Lorena Wiebes, et 1,47 arrive Demi Vollering, avec donc derrière à 4 minutes Mischa Bredewold, Niamh Fischer-Black et Christine Majerus à 5 minutes, et Barbara Guarici, la poisson pilote de Lorena Wiebes, qui était à 10 minutes. Mais Bredewold, Fischer-Black et Majerus était dans le peloton derrière Vollering quand elle a chuté. Donc normalement, on doit avoir au moins ces 3 filles, ces 3 femmes, avec Vollering lorsqu'elle se relève. Elle est toute seule quand elle se relève. Ouais, c'est ça qui est étonnant, c'est que en plus, quand ça c'est de la chute, quand on regarde, se passe dans les 20 premières personnes, 15-20 premières de mémoire. Oui. Elle a pas le même maillot que toute l'équipe en plus. Elle avait pas le maillot le plus moins voyant de toute l'équipe. Elle a juste le maillot jaune à ce moment-là. Donc ça se remarque normalement.
Gros raté. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On saura jamais ce qui s'est passé vraiment dans l'équipe. Est-ce qu'il y avait la volonté de pas l'aider parce qu'elle s'en va? Est-ce qu'il y a eu un peu d'égoïsme de dire bah je vais essayer d'aller jouer mon va-tout dans une étape avec un final qui était pas si plat que ça. Bah non, parce qu'on voit que la différence est quand même faite avec même Cédric Kerbaol qui est au contact de Blancavas dans la montée finale, qui pète et qui termine à quelques secondes derrière, qui pète légèrement, hein, mais qui termine à quelques secondes derrière. Si Demi Vollering ne s'en va pas en fin de saison, est-ce qu'on fait relever Blancavas? Normalement, tu fais relever Blancavas au moins à minima, si tu veux chercher l'étape, à minima pour protéger Vibus. Là aussi, c'est pourquoi elle ne se relève pas pour aider Vibus. Après, tu peux te dire, Lorena Vebes, bon, elle va jouer la victoire avec sa pointe de vitesse, voilà. Ouais. Mais Blancavas, pour le coup, c'est particulier. C'est pas la leader du classement général. On sait qu'elle peut bien grimper, mais c'est pas la leader du classement général. Ah non, c'est pas la leader de l'équipe, c'est même, je dirais, un des derniers couteaux qui s'écarte dans la montagne, quoi. C'est un peu particulier. Alors, non seulement Vollering perd le général avec sa chute, mais aussi, attention, parce que ce jour-là, Niewiadoma fait 2, et elle prend aussi des bonifs. Bonif qui lui permet, derrière, eh bien, d'aller un peu remporter le tour, puisqu'il y a 6 secondes de bonif à l'arrivée, et elle le remporte de 4 secondes. Voilà, un peu comme... après, tu me diras, Vollering à Liège, si elle gagne, elle prend 6 secondes d'écart sur Niewiadoma. Elle se fait battre à Liège par Puck Peters. Voilà, elle se fait battre par Puck Peters. Costaud, Puck Peters. Pour le coup, là où Niewiadoma, bon, on le voit sur le sprint à Liège, on le voit sur le sprint du lendemain aussi à Amnéville où elle se fait battre par Blancavas. Niewiadoma, en termes de sprint, d'intelligence pour se placer au niveau du sprint, c'est pas la meilleure, je vais dire. Et pourtant, elle est forte, elle est forte, elle est très forte, elle veut lancer de loin, mais de trop loin. Alors, ce qui est étonnant quand on parle de sa stratégie de sprint, c'est que parmi le staff de la Canyon SRAM, il y a un certain un monsieur qui a eu quelques maillots verts, un certain Eric Zabel, pas très connu au niveau des sprints. Monsieur maillot vert, ancien vainqueur de Milan-San Remo notamment, mais oui. Après, elle n'est pas pure sprinteuse, Kasia Niewiadoma. Et d'ailleurs, c'est la plus du punch. Hein. Oui, et d'ailleurs, c'est ce qu'on lui avait reproché, souviens-toi, lorsqu'elle perd le Tour des Flandres derrière Longo Borghini au printemps dernier, même si Longo Borghini était forte et que Niewiadoma était à 2 contre 1, enfin à 1 contre 2, il y avait Sherin Van Androoy aussi avec Longo Borghini, mais on lui reproche souvent ça, Niewiadoma, de se faire battre parce qu'elle est un peu trop présomptueuse dans sa manière de lancer les sprints. Comme à Liège aussi. À Liège aussi, exactement. Dans son palmarès, quand on le regarde quand même, il y a beaucoup de places d'honneur. Mais il y en a beaucoup, hein. Mais il y a des belles courses, hein. Mais il y a des places d'honneur, il y en a vraiment pas mal. Tu regardes cette année, 4e du Tour de Suisse, 5e de Liège, 2e du Tour des Flandres, 4e d'Estradé, 2e du Tour de la Communauté de Valence en début d'année. Si on remonte à l'année dernière, elle est championne du monde de gravel en fin de saison au mois d'octobre. Mais dans les courses, elle fait 2e du Tour de Romandie. Elle va faire 3e du Tour de France l'année dernière avec le maillot à pois. 4e du Tour de Suisse, 3e du Tour du Pays Basque. 4e de l'Amstel, 5e du Tour des Flandres. Ça, c'était l'année dernière. Mais après, elle est toujours placée. Elle fait 3e d'un mondial derrière Balsamo et Voss également. Le mondial qui s'est joué au sprint. Donc, il lui manque le petit watt peut-être, ou les 2 watts qui ferait qu'elle aille un peu plus vite. Quoi. Mais bon, est-ce que si elle prend ses watts pour le sprint, elle le perd pas en punch? Ou en montagne. Ouais. Ou en montagne, parce que la puissance que tu gagnes, le travail du muscle n'est pas le même au sprint qu'en montagne, et c'est ce qui lui a permis d'avoir une énorme résistance aussi dans l'étape de l'Alpe d'Huez pour remporter le Tour de France, elle qui était adepte du gravel, des grandes randonnées en vélo avec son mari Tyler Finney. On les voit sur les réseaux sociaux, tu les vois en dehors de la saison se faire des grandes balades. C'est une amoureuse du vélo, et je trouve que le symbole de Niewiadoma, vainqueur du Tour de France, pour moi, il représente très bien ce qui est aujourd'hui le cyclisme chez les femmes et le Tour de France femmes. Le matin du départ, en discutant entre confrères, l'envie c'était que ce soit Kasia qui gagne le Tour. Pas parce qu'il y avait un Vollering bashing, mais parce que elle avait aussi cette fraîcheur du cyclisme. Déjà, elle est souriante, elle aime le vélo. Oui, tout le temps. Elle aime le mais ça, alors
Ça, quand tu dis qu'elle est souriante, c'est un truc de dingue. Tu la vois tout le temps avec le sourire. Je l'ai vu l'année dernière à Pau pour l'arrivée, elle fêtait son maillot à pois avec toute l'équipe, ils étaient tous avec un t-shirt à pois, mais ça respire le bonheur en fait. Niewiadoma, elle respire le bonheur. Je trouve que c'est quelque chose de dingue. Je vais pas dire je suis amoureux de Niewiadoma, mais je veux dire, il y a quelque chose de très frais chez elle et qui fait énormément de bien. Elle communique beaucoup aussi, puis elle communique avec son public. Ça, c'est énorme. C'est quelqu'un qui va passer du temps avec le public, à signer une casquette, à faire un selfie, à faire des choses comme ça. La chose que fait Demi Vollering également. Demi Vollering aussi, c'est une amoureuse du vélo qui aime bien les promenades en vélo avec son chien dans son sac à dos, des choses comme ça. Oui. Mais Kasia, c'est la fraîcheur aussi. Bon, après, il y en a une qui montre peut-être un peu plus un caractère de championne. Vollering est un peu plus renfermé. C'est vrai que quand tu compares les deux, t'as une Demi Vollering dans l'attitude un peu plus renfermée, une Niewiadoma un peu plus joyeuse. Ce n'est pas l'attitude qu'on juge les coureurs, ce n'est pas l'attitude qu'on juge leur performance. Mais ce sont deux profils complètement différents et l'attitude de Vollering fait aussi peut-être qu'elle est la championne qu'elle est en remportant, en ayant cet instinct de tueuse aussi. Il y a cet instinct de tueuse, cette façon de s'exprimer sur le vélo. Parce elle le dit elle-même, hein, c'est une timide dans la vie, hein, Demi Vollering. Quelqu'un de très renfermé, très introverti et qui a besoin du vélo pour s'exprimer. Donc, ça se voit dans son attitude. Et elle le fait très bien d'ailleurs. Oui, excellemment bien. Parenthèse Demi Vollering. Bon, il semblerait qu'elle se dirige quand même vers la FDJ Suez. Peu importe ce qu'essaye de nous dire Stéphane Delcourt ces derniers temps, où il essaie un peu de noyer le poisson et de pas vendre la mèche, mais voilà, les moyens que veut mettre en place les sponsors FDJ et Suez dans cette équipe sont des moyens qui peuvent l'amener peut-être à devenir l'équipe numéro 1 au monde dans les 3 prochaines années. C'est l'objectif, hein, de toute façon, de gagner les 3 grands tours, les monuments, les classiques. Donc, faut aussi mettre les moyens humains, physiques, financiers, chose qui est en train de se mettre en place. Mais c'est vrai que ça reste encore très flou, même si ça semble surtout être un secret de polichinelle, mais le flou. Des retours que tu as eu sur place, toi, sur le Tour de France, c'est vraiment l'option qui prime. C'est l'option qui prime. A priori, ce serait fait, ce serait déjà signé. Après, moi, quand on nous pose la question, qu'on aura les réponses le jour où l'une des 2 parties fera le communiqué. Quand tu lis l'équipe pendant le tour, c'est vrai que l'entourage de Demi Vollering semble confirmer sa venue à l'FDJ Suez. Et même peu importe ce que nous dit un peu Stéphane Delcourt, qui répond toujours un peu avec le sourire. Bon, Demi Vollering, elle vient à FDJ Suez, elle vient. Bon, déjà, il y a eu l'annonce Juliette Labousse en marge du Tour de France. L'arrivée de la championne de France dans l'équipe, la meilleure équipe française, une des meilleures équipes mondiales, c'est un message. Demi Vollering derrière, et c'est vrai qu'on en avait discuté avant en préparation du tour, et on s'était dit, bon, quand on lit un peu entre les lignes, on se rend compte que Vollering a besoin d'être la seule leader, a besoin d'être entouré. On posera forcément ces questions l'année prochaine, si par exemple on a la même situation là que ce qui s'est passé à Amnéville avec une Vollering à terre et une Evita Music à l'avant. Qu'est-ce qui va se passer ? Comment on va gérer la situation ? Est-ce qu'on va relever l'équipe pour Demi Vollering ? Est-ce qu'on va laisser l'équipe autour d'Evita Music dans une telle situation ? Voilà, Demi Vollering a peut-être souffert de ça à un moment donné chez SD Worx. On a peut-être souffert aussi pendant ce Tour de France. Il va falloir répondre à ces questions en étant taille patron dans le peloton, et il va falloir que les directeurs sportifs autour de Stéphane Delcourt soient des vrais bons stratèges à ce moment-là. Ça va être assez compliqué à gérer, mais après, c'est des problèmes de riches, on appelle ça. Ce qui est le cas d'FDJ Suez apparemment. Ça arrive à des problèmes de riches, mais bon, si ça met au fond, on retiendra que ça met au fond. Tant qu'on parle de la FDJ Suez, on va parler juste après d'Evita Music, on fera une parenthèse française. Je voudrais juste, avant de parler d'Evita Music, parler de la 3e du Tour de France. Il faut quand même qu'on en parle parce qu'elle a fait une énorme performance, et c'est la grosse surprise de ce Tour Femme. C'est Paulina Royackers de la Phoenix de Koenig. On n'attendait pas forcément Paulina Royackers à Paris Fête. Au niveau de la Phoenix de Koenig, on
parler notamment d'une Puck Peters qui termine 11e au général final, qui a un peu craqué le dernier jour. Toi, tu l'avais annoncé, Paulina Royackers t'avait dit attention, on pourrait réécouter la présentation du tour. Attention, Paulina Royackers. Bon, ben, on a tellement dû faire attention qu'elle a failli remporter le tour. Parce que si c'est elle qui remporte le sprint devant Niewiadoma, c'est elle qui remporte le Tour de France à l'Alpe d'Huez. Devant Vollering, c'est elle qui remporte le Tour de France à l'Alpe d'Huez. C'est elle qui fait bingo, qui décroche le cocotier. Parce qu'elle avait, au départ de l'étape, elle avait encore 2 secondes d'avance, elle, sur Vollering, plus le jeu des bonifs. C'était décrocher le gros lot, ce qui aurait été la plus belle victoire de sa carrière jusqu'à aujourd'hui. Comment tu peux parler de cette Paulina Royackers, toi qui la suis un petit peu, qui la voit évoluer, parce qu'elle est un peu sous les radars par rapport au grand public. On a parlé souvent de ces 4 fantastiques du cyclisme féminin avec Lorena Wiebes, avec Demi Vollering, notamment avec Elisa Longo Borghini, et puis la 4e. Tu me rappelles le nom, Julien? On en a parlé très très souvent. Lotte, on a dit Lotte. Lotte Kopecky, merci. Voilà. Quand même, comment je peux oublier Lotte Kopecky, bien évidemment. Et surtout qu'elle a un maillot que tu peux pas oublier normalement. Et championne du monde, oui, normalement tu peux pas l'oublier avec ça. Mais non, on a ces 4 fantastiques. Et puis derrière, on a un peu, excuse-moi du terme, la division inférieure, juste le demi-cran dessous, avec les Niewiadoma, les Evita Music un peu juste derrière. On a ces coureuses-là, et puis Paulina Royackers, elle est encore derrière, elle est encore en dessous, mais là, elle vient quand même d'avoir le plus gros résultat de sa carrière. Comme elle le dit, c'était sa plus belle semaine de cyclisme de sa vie. Elle disait ça en conférence de presse dimanche soir. Elle n'a que 2 victoires dans sa carrière, bon, qui sont pas non plus des quand on regarde la course en elle-même sur laquelle elle s'impose et les parcours sur lesquels elle s'impose, ces victoires sont pas non plus mauvaises. C'est une étape au Mont-Lozère sur le Tour féminin de l'Ardèche, Mont-Lozère qui est quand même une étape assez cotée chez eux, et un Durango en Pays Basque. Après, elle a été sous-utilisée un peu, cette coureur, notamment dans l'équipe où elle était précédemment, chez Canyon SRAM, où elle devait travailler pour justement Kasia Niewiadoma, où elle avait très peu sa chance. Là, elle s'est émancipée en arrivant chez Félix Hauqueninck, et c'est une bonne pioche de la Félix Hauqueninck d'avoir été la chercher dans les tréfonds de la Canyon SRAM. Comment tu peux nous parler de cette coureuse dans le sens, quel est son profil, quelle est sa force? Elle est sur le tard quand même, elle arrive sur le tard, elle a 31 ans. Elle a 31 ans, alors elle a eu elle se dévoile sur le tard, je dis pas qu'elle arrive sur le tard. Non, elle se dévoile sur le tard. Après, elle a eu une saison assez compliquée où elle fait une fracture du coude en 2023, parce qu'il a cassé sa saison. À la base, elle était alignée sur le Giro en reprise et en soutien de Niedermayer, qui faisait son premier grand tour l'année dernière. Et ouais, c'est vraiment une puncheuse, quelqu'un qui aime bien et qui récupère bien, quoi. C'est vraiment le typique, un peu le profil de Kasia Niewiadoma avec un petit peu de watts en moins. Mais c'est un peu ce profil-là, puncheuse, qui a beaucoup été utilisé en équipière plus qu'en leader. Elle avait raison de pas relayer Demi Vollering, pour moi, oui. Elle était un ton en dessous, et après, elle voulait gagner le tour, mais c'était pas elle la numéro 1 sur le dossard, donc. C'est à Vollering de rouler, c'était elle qui était derrière au classement. C'est elle qui était derrière elle au classement. Royackers, elle avait, quoi qu'il arrive, si elle arrivait avec Vollering, et qu'elle la battait au sprint, elle gagnait le tour aussi, donc. Elle avait rien à perdre quasiment. Elle a quand même remporté, rien à perdre, et elle remporte un podium sur le Tour de France, donc c'est quand même une excellente performance de la néerlandaise, avec donc 2 néerlandaises, Demi Vollering et Paulina Royackers, qui entourent la polonaise Kasia Niewiadoma sur le podium final de ce Tour de France. Allez, passons aux Françaises. Il y a pas mal à dire du côté des Françaises. On va commencer par la 4e du général, Evita Music. Bon, Evita Music, 4e à la pédale, j'ai envie de te dire. 4e sur le vélo. Il n'y a pas eu de fait de course qui a fait qu'elle s'est retrouvée 4e. Pas de fait de course qui l'a fait tomber du podium, ni qui lui a permis de faire une énorme remontée au classement général. Elle l'a fait avec à la pédale à la dernière étape. Elle gagne 5 places sur la dernière étape. Mais devant elle, il y avait 3 filles en 10 secondes, avec la surprise Royackers finalement. Tu te dis, s'il n'y a pas la surprise Royackers, elle est sur le podium, mais elle était là, et au final, elle est à sa place. Elle est à sa place, et elle a montré qu'il faudra compter sur elle sur les prochaines années.
en tant que leader, parce que je sais pas si les gens ont regardé un peu les insides de FDJ sur YouTube. Tu vois que c'est la patronne, quoi. C'est la patronne qui est aussi respectueuse de ses équipières, donc il va aller la voir, qui va aller les voir après l'étape pour les remercier, savoir si ça a été. Mais c'est aussi la patronne sur le vélo. Elle a couru juste. Il lui en a manqué un tout petit peu, peut-être émoussé par sa crevaison sur l'étape de Liège. Mais bon, elle arrive qu'à 30 secondes du peloton, mais bon, c'est pas là qu'elle perd le podium, quoi. Ça s'est vraiment fait à la jambe. Et d'ailleurs, on peut se dire, on peut faire la transition avec Juliette Labousse qui en même temps, elle, termine 9e du classement général, qui a craqué lors de la dernière étape. On se rend compte que Evita Music est une vraie grimpeuse, qu'elle aime les étapes où il y a beaucoup de dénivelé. Là où Juliette Labousse, je vais pas dire n'aime pas ça, mais en tout cas, bon, un peu à bout certainement avec l'enchaînement Tour d'Italie début juillet, les Jeux Olympiques avec le chrono, la course en ligne et derrière le Tour de France où il faut être en forme de la première à la dernière étape. C'est peut-être un peu fait beaucoup à la future de la FDJ Suez. On pourrait se rendre compte quand même qu'un duo Evita Music, Juliette Labousse, avec peut-être en plus Demi Vollering, pourrait être un duo complémentaire. Si on écoute Stéphane Delcourt, notamment dans l'émission Tout le sport, après la fin du Tour Femmes dimanche dernier, on entend une certaine complémentarité à venir entre les deux et on peut très bien imaginer une Juliette Labousse faire un énorme travail pour Evita Music sur les étapes, sur les grosses étapes de montagne, là où Evita Music va être dans sa zone de confort un poil plus que Juliette Labousse. Elles vont être complémentaires. Stéphane les prend pour leur complémentarité, hein. C'est vraiment évident. Evita, c'est vraiment la grimpeuse, c'est vraiment la pure grimpeuse, j'ai l'impression. Et que Juliette encore a cette facilité de grimper l'école en se mettant en mode chrono, en mode curseur. On reste sur le même nombre de watts et ça passe ou ça casse, alors qu'Evita a cette capacité de mettre des petites accélérations de temps en temps, comme elle a tenté d'ailleurs dans l'étape du Grand Bornand. Hein. Elle a essayé. C'est vraiment deux profils complémentaires. Là où Evita ne roule pas en chrono, Juliette le fait, et inversement. Peut-être que Juliette a besoin de travailler encore un petit peu son punch, mais l'une est plus âgée que l'autre, quoi. Ouais, alors légèrement plus âgée. Evita Music, 25 ans, elle a eu 25 ans au mois de mai, là où Juliette Labousse va avoir 26 ans, là, au mois de novembre. D'ailleurs, tu parlais du contre-la-montre pour Evita Music, le point noir du Tour, il est là pour elle. Et je trouve que c'est un réel point noir, parce que là où Kerbaol s'est quand même placé pour le général en terminant à seulement 5 secondes de Vollering, en terminant dans la même seconde qu'une Chloé Deigert, ancienne championne du monde, il faut descendre à la 88e place du contre-la-montre. Au-delà de ça, la 88e place, elle a pris 40 secondes en 6 km 300 par Demi Vollering. Elle a pris 40 secondes. Elle a pris 25 secondes par Juliette Labousse sur 6 km. Je trouve que c'est monumental et c'est énorme. Ça va, c'était que 6 km. Mais si on a un vrai contre-la-montre, pas une demi-étape, si on a un vrai contre-la-montre de 25-30 bornes, Evita Music, elle perd plus de 2 minutes, largement. Alors, attention, c'est le chrono, il était assez atypique, dans le sens, c'était beaucoup de relances. Par les deux grands ponts, il y avait très peu de lignes droites et donc il y a ça aussi à pondérer, mais c'est vrai que c'est beaucoup. Elle a perdu beaucoup sur le chrono. C'est trop si tu veux jouer la gagne sur un chrono, sur un grand tour, c'est trop, c'est clair. Mais après, il y a surtout quand on a de plus en plus de chronos individuels, peut-être un poil moins de chronos par équipe maintenant. Le chrono par équipe a tendance à disparaître, ce qui est bien dommage, parce que c'est un bel effort à regarder et à faire. Il est toujours la Vuelta, toujours. Il est en alternance sur le Giro, de temps en temps, t'as un chrono par équipe, on prend au guise de prologue, mais ouais, c'est un peu beaucoup 40 secondes, d'autant que quand tu vois une Grace Brown qui a quand même qui a crevé dans ce chrono, donc il a dû changer de vélo, qui n'est qu'à 24 secondes avec une crevaison, c'est quand même beaucoup. Ouais, et pour Evita Music, c'est là où elle va devoir vraiment travailler parce que elle a le gabarit pour grimper et finalement, peut-être que sans cette capacité à rouler en chrono, elle sera jamais capable de remporter un grand tour. Ou alors un grand tour qui a pas de chrono.
ou un chrono en boss. C'est les seules possibilités, quoi. À voir, parce que le Tour d'Italie a commencé par un chrono cette année notamment. On se souvient avec les Longo Borghini qui avaient récupéré le maillot rose dès le début. Et tu peux pas te permettre de perdre, t'imagines, 40-50 secondes sur 6 km. C'est trop. Je trouve que c'est largement trop. C'est pas possible. C'est compliqué à gérer. C'est trop. On est d'accord. Là où Carbaol, et on va passer à Cyril Carbaol, parce qu'on va faire quand même. On a parlé de parenthèse, une autre parenthèse sur Cyril Carbaol. Cyril Carbaol, 6e du Tour de France au final. Elle qui l'année dernière avait été tout simplement la meilleure jeune en terminant 12e après le contre-la-montre finale à Pau. Elle a montré sur ce Tour de France qu'elle a réellement franchi une étape dans sa carrière avec la victoire d'étape, la première victoire d'étape de l'histoire du nouveau Tour Femmes, la première victoire d'étape d'une Française sur un Tour de France, sur un Tour ou sur la route de France, peu importe, depuis Jeannie Longo, il y a 35 ans. La victoire d'étape sur les terres de Juliette-Labousse à Morteau, donc lors de l'étape du vendredi en solitaire, avec une attaque dans le final, au moment où toutes les favorites se sont regardées. Elle était présente avec les favorites, elle était très intelligente et elle a montré une force énorme. Elle a confirmé ce qu'elle avait montré l'année d'avant. Son objectif, c'était avant tout la victoire d'étape, se faire plaisir. Et s'est fait plaisir en faisant sa victoire d'étape et en faisant top 10 au général. Puis quand elle sort en costaud, quoi. Elle sort à un moment où ça avait déjà attaqué pas mal avec Juliette Labou. Et après, elle résiste, quoi. Elle résiste avec ses capacités de rouleuse pour aller s'imposer une belle victoire d'étape. Ça sort après la côte. Il y a une dernière côte. Alors attends, c'est la côte des Fris. Elle sort après la côte des Fins. Ouais, c'est ça, exactement. Où d'ailleurs, il y avait pas mal de public pour Juliette Labousse. Il y avait le virage Labousse, tout simplement. Le virage Labousse, exactement. Et elle sort sur un moment de calme, et puis après, dans la descente, par contre, elle a montré sur ce Tour de France de vraies belles capacités en descente. Ça, tu peux pas dire. Ça doit être l'air des Pyrénées qu'elle a respiré pendant pas mal de mois avant de rentrer dans sa Bretagne chérie. Mais pour revenir à sa performance sur l'ensemble du Tour, moi, je trouve qu'elle a vraiment franchi une énorme étape. Là où cette année, tu la sentais quand même un peu arriver, Cédrine Carbaol, où elle avait fait top 6, elle a fait 6e au Tour de Catalogne. Elle s'était placée, elle avait remporté la classique du Rango, 14e au Tour du Pays Basque. Bon, tu sentais quand même qu'elle montait en pression quand même cette saison. Elle montait en pression, elle montait pas mal en pression. Elle gagne dès le début de l'année. 16e à Liège. Elle gagne peut-être le 4e ou le 5e week-end de course, ce qui est pas négligeable. Durango, bizarrement, ça fait écho à ce que tu disais. Elle sort dans la descente de Durango. Elle sort dans la dernière descente et elle fait une descente où elle a failli aller embrasser le bitume, mais elle se remet plutôt bien. Et elle est constante cette saison. Puis je pense qu'elle avait quand même un compte à régler avec le sélectionneur national pour dire j'étais prête. Mais bon, tu m'as pas pris, mais j'étais prête et je gagne une étape. C'est marrant parce qu'il était consultant justement pour France Télé, Paul Brousse. Et sur le plateau de Tout le Sport, il y avait côte à côte Paul Brousse et Stéphane Delcourt avec Evita Musique sur le plateau de Tout le Sport le dimanche soir. Voilà. Il y a peut-être des messages qui ont été envoyés en même temps. Oui, on va pas revenir sur la tactique de course. Post-JO, on en a parlé notamment avec FP. Mais en tout cas... Cédrine Carbaol, 6e de ce Tour Femmes à la pédale, encore une fois, parce que derrière, il y a quand même un trou de plus de 4 minutes avec la 7e. Donc, on sent qu'elle n'est pas non plus 6e, mais larguée très loin. Elle est 6e, mais à 2,51 de la vainqueur finale, sur une semaine de course. Et en se battant sur les 3 dernières étapes. Elle s'est vraiment super bien battue. Et se battait pour le podium, encore une fois. Elle était avec les Gaia Realini, avec Evita Musique, elle était avec ces filles-là. Donc, elle était dans la course quand même pour faire un super résultat, ce qu'elle a pu faire. Quand on regarde sa fin de contrat, normalement, Cédrine Carbaol en fin de contrat chez Ceratizit, tu regardes 2025, normalement. Fin 2025. Alors si je me remémore ce qu'avait dit Stéphane Delcourt,
L'équipe de 2025 sera plus forte que l'équipe de 2024. Et puis l'équipe de 2026 sera plus forte que l'équipe de 2025. Cédric Kerbol est une Française qui vient de faire 6e du Tour de France, meilleure jeune l'année dernière. Elle vient d'avoir 23 ans au mois de mai, elle aura 24 ans l'année prochaine. Est-ce qu'on commencerait pas à regarder une Française qui performe sur les grands tours? On vient de recruter Juliette Labous pour aller avec Avita Music. Normalement, Demi Vollering devrait arriver. Est-ce que Cédric Kerbol serait pas sur les tablettes aussi de la FDJ Suez après être passé chez Arkea et Cofidis? Ah, pourquoi pas, ça pourrait faire aussi une belle recrue pour une équipe française. Après, des équipes françaises, vu la cote que prend Cédric Kerbol, ce sont des équipes françaises qui peuvent s'offrir Cédric Kerbol. Il va pas y en avoir beaucoup non plus. Donc ce sera forcément, si c'est une équipe française, une équipe avec un gros budget. Donc, mis à part si Cofidis nous sort un budget ou Arkea nous sort un budget x10, aujourd'hui, la cote qu'a Cédric Kerbol va lui permettre de pouvoir signer un bon contrat dans une belle équipe. C'est tout ce qu'on lui souhaite. On va suivre un petit peu ce qui va se passer, mais elle a pris date. 4e du contre-la-montre à Rotterdam, vainqueur à Morteau, 6e à l'Alpe d'Huez et 6e du Général Final. Chapeau Cédrine, c'est hyper mérité. C'est une fille, moi, que j'adore. Elle fait pas beaucoup de bruit. Elle est un peu passée sous les radars des grosses formations. Et elle est là. Et elle fait quand même sa place dans une équipe Cerratis qui est pas forcément la meilleure équipe au monde du peloton. Tu es d'accord avec ça? C'est une équipe World Tour, certes, mais c'est pas la meilleure équipe World Tour. Hein. Quand on regarde le classement UCI, il y a beaucoup d'équipes non World Tour devant elle, hein, dont la IF, mais bon, la IF étant une anomalie de pas être en World Tour, sachant qu'une équipe nouvellement créée ne peut pas postuler World Tour. Forcément. Bon, on va terminer avec la reine Marianne Vos, maillot vert de ce Tour de France. Elle nous a fait un tour. Dès le début, tu as senti qu'elle voulait faire ce maillot vert, se battre au sprint intermédiaire. Voilà. Elle voulait forcément, Marianne Vos, prendre sa revanche par rapport aussi à l'année dernière. Marianne Vos a fait du Marianne Vos. Plusieurs top 5, deux podiums sur l'étape. Elle va aller chercher un top 20 19e au Grand Bornand en ayant été chercher les points. Et ce qui est surprenant avec Marianne Vos, c'est que c'est Madame 255 victoires. Et ben, elle était émue comme si c'était sa première course de recevoir le maillot vert final à l'Alpe d'Huez. Et c'est là que tu dis que c'est ce qu'elle recherchait à 37 ans avec le profil. Elle est plus capable à 37 ans d'aller remporter le Tour de France femme dans le profil du Tour de France d'aujourd'hui. Mais elle se bat pour aller chercher le maillot vert. Elle fait 31e au général final. Ouais, et puis c'est une des grandes dames du vélo aussi, hein, parce que l'émotion sur sur le premier départ à Rotterdam, sur l'étape Rotterdam-La Haye, et ben tu voyais qu'elle était super émue d'être là au départ d'un Tour de France aux Pays-Bas. Et tu voyais dans ses yeux, quoi. Tu voyais que ça brillait, que c'était tout près de couler les larmes. Et au final, elle fait un peu le grand chelem des maillots verts. Elle avait remporté le maillot vert déjà du Tour d'Italie, je regarde en 2020, la dernière fois, et elle remporte cette année le maillot vert du Tour d'Espagne et du Tour de France. Bon, le boucle est bouclé, non, on pourrait dire, pour Marianne Vos. La boucle est bouclée. Là, elle pourrait plus gagner un grand tour comme elle gagnait le Giro à l'époque, mais je pense qu'elle pourra se dire que la boucle est bouclée. Le jour où elle gagnera la plus belle course, à mes yeux, c'est la SDFP, forcément, qui est Paris-Roubaix. Elle est apparemment en fin de contrat, la fin de saison prochaine. Grand objectif Marianne Vos. Alors, le problème, c'est qu'il y a Pauline Ferrand-Prévot qui arrive dans l'équipe aussi, qui rêve aussi de Paris-Roubaix. Comment on va faire entre les deux là? Marianne Vos fait cadeau, plutôt Pauline Ferrand-Prévot fait cadeau à Marianne Vos de Paris-Roubaix l'année prochaine, et l'année suivante, du coup, on roule pour Pauline Ferrand-Prévot. Je pense que dans la stratégie Visma, Pauline Ferrand-Prévot, tout le monde la voit déjà gagner le Tour de France dès l'année prochaine. Je pense que la stratégie de Jumbo-Visma, c'est de la mettre au départ, voir ce qu'elle va faire pour avoir des axes de progrès. Et attention, rouler en peloton et rouler en VTT, c'est pas du tout la même chose, c'est d'autres stratégies. Et je pense même si elle l'a déjà fait. Pour paraphraser un certain footballeur français, le cyclisme, il a changé.
Ouais. Une paraphrase qui a été réutilisée aussi par Étienne Gourceau pas mal de fois dans Vélo Podcast, le cyclisme il a changé et forcément le cyclisme a tellement changé que Marianne Vos était capable de gagner absolument sur tous les terrains en montagne comme sur les pavés il y a quelques années. Aujourd'hui tu vois que, je dis pas que c'est impossible parce que Kasian Eviadoma a fait deuxième du Tour des Flandres et vainqueur du Tour de France cette année, mais voilà tu vois que c'est quand même de plus en plus dur de pouvoir réaliser ça et les pics de forme aussi. Faut être en forme sur toute la saison, donc voilà, c'est encore très fort. Mais c'est très fort ce qu'elle nous a fait Marianne Vos cette année. Bah, c'est un peu ce que Stéphane nous disait. Hein. On arrive aussi, c'est triste, mais on va commencer à avoir aussi une spécialisation comme chez les hommes de type de course. Ouais, mais au final, c'est une spécialisation qui peut aider à l'identification des championnes du peloton femmes. Où finalement, quand on ne s'y connaît pas, on se dit mais attends, cette fille, est-ce qu'elle est forte à telle... Si une étape de sprint, est-ce que je vais pouvoir miser sur elle? Une étape de montagne plutôt sur elle? Est-ce qu'elle est forte? Et puis au final, tu te rends compte que bon, ben maintenant qu'on a une sorte de... On tend vers une spécialisation, tu sais que bon... Étape de montagne, Evita Music elle va être là. Étape de sprint, je vais plutôt avoir une Lorena Vébès. Je le sais ça maintenant, tu vois. Cette spécialisation permet l'identification des championnes. Voilà, c'est un peu ça. Et d'un autre sens, c'est bien, comme tu dis, ça permet d'identifier et au grand public de pouvoir mieux suivre. Se dire, mais attends, elle gagne Paris-Roubaix, mais elle va faire 3, c'est un exemple, hein, elle va faire 3 du Tour. Tu vois, les gens vont se dire, c'est un peu compliqué à suivre, alors que si effectivement tu as plusieurs catégories, ça va peut-être être un peu mieux aussi. Complètement. Juste pour terminer, parler des sprints, hein, avec, tu en avais parlé aussi d'Anina Atosalo de la UNOX qui a fait placette sur ce tour femme avec la deuxième place à La Haye. Bon voilà, qui s'est quand même montré. Et puis Charlotte Cole, qui elle a remporté les 2 premières étapes à La Haye et Rotterdam, qui n'a pas terminé le tour, mais qui a quand même confirmé son statut d'une des plus grandes sprinteuses du peloton à la bataille avec Lorena Vébès. Alors Charlotte Cole, alors tout le monde a dit ouais, c'est parce que Vébès elle a eu un incident technique à la première étape que Cole gagne. La deuxième le lendemain matin, Cole a dit en fait même sans incident technique j'ai battu Vébès. Donc c'est aussi un bien qu'il y ait quelqu'un qui vienne challenger Vibus. Et t'as une Atosalo qui arrive aussi faire des top 5, top 10. Atosalo qui a 21 ans de mémoire. 20 ans. Elle va avoir 21 ans dans quelques jours là. Et donc ça prouve que derrière Vibus, ça pousse aussi. Donc c'est une très belle chose. C'est une très très bonne chose. Bon, tu voulais nous parler de la maillot à pois, Justine Guéquier, qui donc est maillot à pois de ce Tour de France et qui a remporté une étape avec le maillot à pois sur les épaules au Grand Bornand. Comme les émotions, de voir une maillot à pois remporter une étape de montagne sur le Tour. Tu voulais nous en parler vite fait avec un profil complètement atypique. Le profil atypique du peloton, Justine Guéquier qui est toute récente, qui est toute récente dans le vélo, qui est toute récente dans le vélo. Avant ce qu'on a tous connu, le Covid, elle était prof de fitness en Belgique et elle s'est mise à Zwift parce que avec le confinement général, elle pouvait plus faire grand chose. Zwift a repéré ses performances et a contacté les équipes belges à sa place. Voilà, on a cette personne-là qui performe pas mal, qui sort des stats plutôt pas mal sur Zwift, devrait vous y intéresser. Et sa première course cycliste de toute sa carrière cycliste, qu'elle n'en a jamais fait chez les juniors, chez les espoirs, était tout de suite chez les pros après avoir été passé par Zwift. Donc c'est un beau symbole aussi de marcher sur le Tour France Femmes avec Zwift, d'avoir une coureure qui marchait sur Zwift avant même que cette plateforme sponsorise les grandes épreuves. Ouais, elle a été pro en 2021. Sa première course était en 2021. L'année dernière, pour son premier Giro et son premier Tour, elle fait top 25. Voilà, et puis cette année, donc elle remporte le maillot à pois sur le Tour de France, sur le Tour d'Italie et sur le Tour de Catalogne. Pas mal. L'année prochaine, elle va gagner sur la Vuelta. Mais alors, ce qui est surtout surprenant avec Justine Guéquier, c'est que elle était remplaçante à la base. Elle a remplacé Ashley Mollman-Pazio 2 jours avant le départ. Qui était en cours de forme, qui avait eu une grosse fracture des vertèbres cervicales au printemps et qui se sentait pas suffisamment remise pour aller faire le Tour. Bon, voilà, Justine Guéquier qui donc remporte ce maillot à pois, c'est vraiment
Voilà, vraiment, c'est un des coups de cœur de ce Tour de France parce que elle est allée remporter ce maillot à pois avec la manière et en étant échappée sur les 3 dernières étapes, elle a conquis ce maillot à pois et en même temps, elle a réussi à faire un peu la nique, si je puis dire, aux favorites, puisque Demi Vollering fait 2e du classement de la montagne à 12 points de retard, 12 points derrière Justine Guéquière, maillot blanc, Puck Peters qui a un peu craqué sur la fin devant Shirin Van Androoy, Marion Bunel, 3e de ce classement de meilleur jeune, à 4 minutes, Marion Bunel qui au classement général final est 17e, top 20. On va la suivre, Marion Bunel, qui va avoir 20 ans au mois d'octobre, attention à elle dans les prochaines années, et Marion Bunel, je regarde en même temps Pro Cycling Stats en temps réel, puisqu'elle est sur le Tour de l'Avenir Femmes, et elle vient de remporter la première étape de montagne du Tour de l'Avenir Femmes, après avoir fait 10e du prologue. Voilà, Marion Bunel qui... Eh bien, de belle manière. De belle manière. 34 secondes d'avance sur une Canadienne, Isabella Holmgren, et 50 secondes d'avance sur l'heureux de Schepper, la Belge. Et elle colle une 31 à Julie Bégaud, sa partenaire de l'équipe de France. On rappelle que Julie Bégaud est la championne du monde junior en titre. Et là, Tour de l'Avenir, c'est chez les Espoirs. Chez les 23. Course très intelligente de Marion Bunel tout à l'heure. Elle voulait pas rouler, elles sont sorties à 3 avec l'heureux de Skipper qui avait le maillot jaune, et Isabella Holmgren qui est un phénomène aussi sur le vélo, qui était championne du monde junior de cyclocross en 2022 de mémoire, championne du monde VTT junior 2023, qui est passée pro cette année, et en fait Marion Bunel est sortie, attendait parce qu'il y avait Julie Bégaud en contre. Puis quand elle a vu qu'elle rentrait pas, elle était tranquille dans les roues, elle a vu que ça rentrait pas, elle a attaqué et elle est partie s'imposer toute seule comme une grande. 2e victoire de la saison. Pour en avoir parlé notamment avec celle qui est désormais son ancienne équipière, Roxane Fournier, en juin dernier, c'est la pépite de l'équipe. C'est vraiment la pépite de l'équipe, Marion Bunel. C'est un nom suivant pour les prochaines années. Julien, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi pour ce podcast débrief du Tour de France. Et puis, on va se retrouver dans les prochaines semaines d'ici la fin de la saison parce que on va quand même avoir des championnats du monde qui vont se profiler. Avec des championnats d'Europe avant, comme l'année dernière. Aussi. Et pour nous, on a encore une grosse échéance dès la semaine prochaine avec la suite des Jeux de Paris 2024. On est sur les Paralympiques. Forcément, les Paralympiques, on va en parler. On fera un débrief des Jeux Paralympiques dans Vélo Podcast. On va suivre les champions, notamment Florian Joigny. C'est l'occasion de saluer Valentin, qui s'occupe aussi de Florian dans sa communication. Donc un grand big up aux Paralympiques. On va les suivre. Moi, j'ai hâte de les voir et j'espère que la ferveur va être identique ou en tout cas va être semblable à celle qu'on a vécue pendant les Jeux Olympiques parce que on en a vraiment besoin. Julien, merci beaucoup d'avoir été avec moi. N'oubliez pas, Actu Cyclisme Féminin sur les réseaux sociaux et sur le site internet actucyclismeféminin.com.fr. Mais tu vas y arriver. Actucyclismeféminin.fr. Je rajouterai, je couperai au montage. Non, je déconne. Et puis sur les réseaux sociaux, Vélo Podcast, on rappelle Instagram, Facebook, X, Twitter. Et puis également la chaîne YouTube de Vélo Podcast. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Vélo Podcast. 5 étoiles, Apple Podcast, Deezer, Spotify. Et puis à très bientôt, Julien, à très bientôt dans Vélo Podcast. À très bientôt pour préparer le championnat d'Europe ou débriefer les pas. Allez, ciao. Ciao.